À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de nutrition en compagnie d'Alice Lévesque et Valentin Lacroix, tous deux nutritionnistes du sport. Ce podcast vous est présenté par Patrick Juvin et Stéphane Germain, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous sommes chez toi au Krebs de Dijon et nous allons parler de nutrition. Pour cela nous recevons deux experts, Alice Lévesque et Valentin Lacroix. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et puis nous donner votre parcours, ce que vous faites ? Alors, je m'appelle Alice Lévesque, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille actuellement avec les athlètes du Krebs sur le pôle à Besançon, donc plusieurs types de sports, notamment les sports co, le handball, un petit peu de VTT, du cyclisme. Nouvellement cette année là sur le triathlon aussi. Donc j'interviens de manière individuelle et collective sur le suivi de ces jeunes athlètes. Je suis aussi kinésithérapeute dans la vie, donc ça c'est un peu la moitié de ma semaine. J'ai un autre job et j'étais handballeuse professionnelle pendant 12 ans. Donc j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans justement pour me dédier entièrement au suivi nutrition et à la pratique de kiné. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentin, je suis diététicien nutritionniste aussi. Moi je suis indépendant à nouveau, mais j'ai intervenu pendant 4 ans à l'INSEP et auprès de plusieurs fédérations pour lesquelles c'est encore le cas dans la préparation des Jeux Olympiques à Paris, donc notamment avec la Fédération Française de Cyclisme, d'Aviron, et pour les sports d'hiver, pour la Fédération Française de Ski, avec qui j'interviens plutôt en direct des athlètes. Et puis moi, je viens plutôt des sports d'endurance, du vélo, maintenant plus du trail. Et puis vraiment à la base, j'étais skieur alpin. Donc différent sur les besoins énergétiques, c'est assez opposé. Mais voilà, je suis content d'être ici. Et puis on se connaît ensemble avec Alice, on s'est croisés sur des formations, donc ça rajoute un peu de complémentarité à nous. Et du coup, dans ta présentation, tu dis je suis diététicien nutritionniste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence, parce que on entend nutrition, diététique, macronutrition. C'est quoi un petit peu les différences dans ces domaines ? C'est vrai qu'en France, le diplôme, donc c'est soit un BTS, soit un DUT. Donc maintenant, le DUT est passé en 3 ans, je crois, et le BTS, du coup, reste en 2 ans. Mais ça fournit le grade de diététicien nutritionniste. Les deux termes sont associés. Et après, le terme nutritionniste seul est théoriquement et juridiquement associé uniquement aux médecins qui sont formés sur le sujet. Mais sinon, c'est un terme qui est pas déposé, donc tout le monde pourra adopter. Donc c'est ce qui fait un peu polémique aussi, parce que il y a beaucoup de formations qui naissent dans le domaine qui sont pas toujours suffisamment sérieuses. Donc ça crée un vide, on va dire, juridique. Mais en tout cas, le terme et le métier auquel on exerce avec Alice, c'est bien diététicien nutritionniste. Alors, pour rentrer concrètement dans la nutrition, comment vous arrivez à vous y prendre pour objectiver le suivi, notamment là tu nous as parlé tu fais de triathlon, trail, cyclisme. On parle souvent l'utilisation des capteurs de glycémie depuis quelque temps, notamment sans le citer Super Sapiens. Est-ce que ça a un réel intérêt ? Est-ce que on sait que c'est interdit en compétition ? À quoi ça sert ? Est-ce que vraiment c'est utile ? Donc juste sur les capteurs de glycémie, c'est interdit uniquement dans le cyclisme. Donc il y a d'autres sports qui peuvent l'utiliser en compétition. En tout cas, c'est un outil certes qu'on utilise, on va dire entre guillemets dans le profilage de l'athlète sur ce plan de la glycémie, qui est notamment, on pourra le voir après en détail, mais un indicateur qui peut avoir du sens sur les aspects énergétiques, parce qu'on sait que les glucides et du coup ce qui contrôle la glycémie, ça reste quand même un carburant essentiel pour la performance. Mais après, il y a vraiment plein d'outils et qui vont vraiment vers des choses pratico-pratiques à la base, quand on exerce une consultation, que ça soit simplement un interrogatoire en fait sur le côté santé, sur le côté habitudes alimentaires, sur le côté possibilité aussi. Voilà, on est au Krebs aujourd'hui, donc j'imagine qu'il y a aussi des étudiants ou autres qui sont aussi contraints par la restauration collective. Donc pour nous, en tout cas, c'est important de connaître tout ça. Et puis après, progressivement, on va se recentrer sur les besoins de l'athlète et ses besoins liés à sa discipline. Donc voilà, il y a la traditionnelle balance pesée qu'on peut suivre tout au long d'une année, d'une carrière pour avoir un reflet, on va dire, de la composition corporelle. Et puis après, plein d'autres tests métaboliques ou autres qui vont nous donner des informations sur la consommation de substrat à l'effort, au repos, sur le métabolisme de base, sur le niveau de transpiration
les pertes en électrolytes, c'est assez varié en tout cas. Donc ça permet de bien individualiser par rapport au sportif en lui-même. Je pense que l'idée, je sais pas ce que t'en penses Alice, mais c'est d'objectiver vraiment les facteurs limitants sur le plan nutritionnel de la performance pour l'athlète et en fonction de sa discipline, éventuellement en fonction des conditions extérieures, et après d'aller vers ce qui lui permet d'améliorer sa performance. Donc il y a vraiment une part d'individualité qui est importante. Ouais. Et pour autant on les voit pas courir sur les trails ou les choses comme ça, ils ont pas le capteur. Ouais, parce que au final je pense que c'est des choses qu'on pourra voir, mais il y a vraiment le côté avec la nutrition où j'optimise ma performance au quotidien pour en gros encaisser des charges de travail plus importantes et du coup progresser plus. Et après le jour J, c'est avant tout ne pas faire d'erreur, on va dire. Donc le gros du travail est fait en amont, quoi. Moi, c'est pour rajouter, je pense qu'aujourd'hui le capteur de glycémie doit être vu peut-être aussi en partie du côté éducatif, apprendre aussi à l'athlète à s'alimenter en fonction de sa réaction face à sa glycémie. C'est vraiment ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui arrive en bout de course quand on a déjà investigué plein d'autres choses chez l'athlète. Ça lui permet lui de savoir comment il va réagir à tel et tel repas, comment il va réagir pendant un effort plus ou moins long. C'est vraiment dans ce cadre-là, je pense, dans ce contexte-là qu'il doit être utilisé, et vraiment sur ce côté éducationnel pour l'athlète. Moi, je sais aussi que j'utilise la balance Z-Metrix aujourd'hui au Krebs à Besançon, et elle est assez intéressante, notamment sur le statut d'hydratation. Je l'ai vu en tout cas cet été. J'ai mesuré sur beaucoup de handballeuses, pas mal de vététistes aussi, ils étaient tous déshydratés, alors qu'effectivement pendant l'entretien ils m'ont tous dit non moi ça va, au cours de ma journée je bois suffisamment, sur le vélo ou pendant l'entraînement c'est ok pour moi, j'ai mes apports, sans trop réussir à vraiment estimer. Et finalement en fait en objectivant la mesure sur la balance, on s'est rendu compte que ils étaient en grosse déshydratation intracellulaire, et que donc ça faisait déjà quelques temps que c'était installé et qu'il fallait vite régler le problème pour pas que ça perdure en fait. Surtout qu'on était en pleine période de préparation d'avant-saison où il y a quand même un risque de blessure plus important dans ces périodes-là, il faisait chaud, donc c'est vrai que ce type d'outil en plus peut nous servir aussi à ça. Et dans le suivi après, surtout toute l'année, quand il y a d'autres indicateurs comme la masse grasse, la masse musculaire, etc., sur lesquels on va pouvoir jouer aussi. Et Alice, on parle souvent de l'hydratation, et moi j'ai du mal à me représenter, c'est quoi une bonne hydratation? Enfin, est-ce qu'il y a un nombre de litres conseillé? Est-ce que ça dépend de la discipline aussi, ou pas forcément? Ça va dépendre effectivement de l'athlète avant tout. Bien sûr de la discipline. Est-ce que je pratique un effort long? Est-ce que je pratique un effort court? Est-ce que les conditions environnementales, est-ce qu'il va faire chaud, moins chaud? Donc voilà, la capacité de l'athlète à s'hydrater pendant un effort, puisque par exemple pendant un match de handball, ça va être difficile de s'hydrater comme on pourrait le dire à un cycliste toutes les 20 minutes, suivant les changements, etc. Donc en fonction du type d'effort pratiqué, de l'athlète, de l'individu, on va pas pouvoir s'hydrater de la même manière, mais on n'aura pas non plus la même perte hydrique. Donc il va falloir bien se préparer et se connaître avant la compétition, savoir qu'est-ce que je vais perdre à l'effort, comment je vais transpirer plus ou moins. Donc là il y a des stratégies aussi qu'on peut mettre en place, comme très simplement une pesée avant l'effort et une pesée après l'effort pour voir est-ce que j'ai suffisamment bu pendant mon effort pour combler cette déshydratation ou pas. Donc ça veut dire que si tu te pèses avant et après, il faut que ton poids il soit resté le même? À peu près, oui. C'est ce qu'on dit en général, une perte de plus de 2% de son poids de corps, on sait qu'on est en situation de déshydratation. Et concernant les sports à catégorie de poids, on les voit souvent, même justement, aller dans les saunas, mettre des caouets pour transpirer. Par conséquent, c'est pas super bon là. C'est tout le jeu, et justement pour ces athlètes-là qui sont sur le fil, où l'idée c'est en gros d'être le plus lourd dans sa catégorie, c'est-à-dire qu'ils feront tous le même poids au moment de la pesée, mais celui qui a la plus forte masse musculaire, potentiellement le poids total le plus important, il va générer plus de difficultés à l'adversaire pour le faire tomber, par exemple si c'est du judo ou autre. Donc c'est justement une stratégie qui est mise en place, c'est un peu ce qu'on appelle le premier combat chez ces sportifs-là, où c'est vraiment des stratégies qui rentrent en ligne de compte, donc que ça soit la réduction du contenu hydrique, donc la déshydratation, et puis d'autres aspects au niveau intestinal notamment, ou même au niveau des réserves de glycogène, qui nous permettent en fait d'être plus légers de manière artificielle, c'est-à-dire que sur le plan masse musculaire, sur le plan masse graisseuse, on aura exactement la même chose. Par contre, on va jouer sur d'autres tiroirs qui vont nous permettre d'être plus légers au moment de la pesée et d'avoir un rebond derrière. Ils perdent combien de kilos, si tu peux nous dire à peu près? Moi, je pense que pour éviter la contre-performance, j'essaye de conseiller aux athlètes de pas dépasser les 5%, mais potentiellement ça va plutôt vers 8-10% de leur poids, dont une bonne partie qui se fait la dernière semaine. Et là, au niveau nutrition,
c'est vraiment délétère même pour le sportif. Toute cette phase déjà en amont qui va se faire pendant les derniers gros blocs d'entraînement, elle va être primordiale pour enclencher une perte de poids sans entraver justement toute la récupération, la prévention des blessures et faire qu'on continue de progresser, parce que si on se met des 3-4 semaines avant la compétition en restriction, ça va être difficile d'encaisser la charge et soit on va moins en faire, soit on va en faire autant que prévu, mais il y aura des risques. Et donc du coup après dans la deuxième phase, généralement c'est la semaine précédente, il y a des stratégies qui permettent de perdre du poids, comme je disais, de manière artificielle, sans pour autant générer trop de fatigue, ou en tout cas ça va être une fatigue qui va être modérée et sur une courte période, dans les 24-48 heures avant, et on aura le temps de récupérer après la pesée. Donc c'est vraiment une stratégie qui doit être bien calibrée pour en profiter, parce que sinon il y a un risque qui est pas négligeable. Là il faut forcément se faire accompagner. Ouais, ou bien se connaître. Très bien se connaître. Alors si on rentre un peu dans le cœur de la nutrition, avant une compétition, est-ce qu'il y a c'est quoi schématiquement une bonne nutrition? Alice, je te regarde toi, mais ça peut être Valentin. C'est très vaste, je dirais, comme question. Pour moi, avant tout, la clé, c'est l'alimentation du quotidien, en fait. Il faut qu'on arrive à prendre aux plus jeunes athlètes, parce que c'est quand même le public que je rencontre le plus, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas juste l'alimentation de la semaine de compétition. Il y a d'abord l'alimentation du quotidien, et seulement une fois qu'on a bien validé cette étape-là, on se dit, ok, il y a une alimentation d'avant compétition. Donc celle-ci, elle va déjà dépendre de la compétition, donc du sport pratiqué. Un match de handball va pas nécessiter la même chose qu'un par exemple un trailer ou qu'un athlète de type endurance qui va faire du long. Donc on va passer sur des stratégies un peu différentes, où on peut faire un petit stock énergétique un peu plus important avant la compétition sur du long. Sur le handball, il n'y a pas trop de nécessité de faire ce genre de stratégie en place. Néanmoins, voilà, par exemple, si je parle de sport collectif, il faudra effectivement refaire attention de pas être en situation de déshydratation, d'avoir des bons stocks glycogéniques malgré tout pour répondre à l'effort, et puis surtout d'éviter les troubles digestifs à l'effort aussi. Donc après, il y aura ce qu'on met dans son assiette peut-être 2-3 jours avant l'effort, et puis aussi le temps entre le dernier repas et le début de l'effort. Je vois souvent, moi, des erreurs qui sont faites, par exemple sur la collation d'avant-match. Des jeunes qui mangent souvent trop tard, par exemple, on va manger à 18h pour un début de match à 19 ou 19h30. Ça peut faire un peu juste sur le temps de digestion, surtout si c'est une collation un petit peu plus lourde. Parfois des erreurs aussi dans la composition en elle-même, certaines qui me présentent des barres énergétiques qui sont toutes sauf énergétiques, mais qui sont des bombes de sucre, et que finalement elles vont pas être très très efficaces pour l'effort. Donc ça dépend vraiment déjà du sport pratiqué, de l'athlète, mais avant tout bien valider cette alimentation du quotidien, et ensuite parler effectivement d'alimentation compétition. Tu peux nous donner la collation idéale alors? Collation idéale d'avant-match de handball? Ouais, par exemple. Par exemple, déjà voilà, c'est de terminer sa collation minimum 3 heures avant le début de son effort, surtout si on est sur une collation un peu plus complète. Alors après, ça peut être forcément un apport de glucides à travers du pain de qualité, par exemple, du pain au levain, petit épeautre, pourquoi pas, associé avec un fruit, une compote. Alors un fruit plutôt mûr qui sera bien toléré au niveau digestif. On peut associer une petite part de protéines, comme une tranche de jambon blanc, une tranche de blanc de poulet qui correspondrait très bien. Et puis ça nous ferait une collation bien complète, en tout cas si c'est 3 heures avant. Si on veut aller un peu au plus proche de l'effort, on va diminuer un petit peu cette quantité de protéines pour être un peu plus focus sur les apports en glucides. Donc ça peut être des barres énergétiques de qualité, des petites energy balls qui sont faites idéalement maison si on peut. Ça c'est quand même l'idéal, parce qu'on sait ce qu'on va mettre dans sa collation, toujours associé à une compote par exemple. En général, les produits laitiers, en fonction des tolérances et des sensibilités digestives, j'évite de les proposer à ce moment-là. Après, si ça passe bien, pourquoi pas rajouter un fromage blanc ou un yaourt pour avoir un petit apport aussi en protéines. On évite les fibres qui sont difficiles à digérer. Tout à fait, idéalement, effectivement, fenêtre péri-effort, on évite les fibres. C'est pour ça qu'on va faire, si on veut un fruit plutôt mûr, par exemple une banane plutôt mûre qu'une banane verte, parce qu'elle va être un peu plus difficilement digeste. Après, voilà, il y a quand même beaucoup d'athlètes où ça passe plutôt bien, et s'il y a aucun problème digestif, il y a aucun problème à conseiller une banane avant l'effort, si c'est bien toléré, par exemple. Et je me tourne vers Valentin, l'assiette idéale pour un sport d'endurance, parce qu'on a parlé de hand là. Ouais, Alice a évoqué le côté recharge des réserves de glycogène, donc ça c'est quelque chose qui va prendre de l'importance, je dirais, dès lors que l'effort dépasse les 4 heures, mais ça dépend de l'intensité. Un marathonien qui s'approche des 2 heures, c'est certes plus court, mais ça va beaucoup plus vite, donc il y a un besoin qui va être important. Parler en introduction de facteurs limitants, quand le côté épuisement de mes réserves de glycogène
peut limiter ma performance, j'aurais intérêt à le recharger davantage en amont. Donc voilà, sur la collation qu'a proposé Alice, ça va rester dans la même dynamique du digeste et du glucidique. Donc voilà, selon l'heure, selon les préférences de l'athlète, est-ce que c'est du pain, est-ce que c'est du riz, est-ce que c'est des pâtes si c'est toléré, du porridge ou autre chose, ça dépend, c'est vraiment très variable. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est que certes le muscle va vraiment être important sur la performance, mais en fait la resynthèse des réserves au niveau du foie, qui vont plutôt avoir un effet régulateur au niveau de la glycémie et donc du cerveau, donc des performances cognitives, mais simplement de la fatigue centrale que peut générer mon effort. Et on aura un intérêt aussi à recharger cet organe-là, et ça va plus faire appel à des apports en fructose. Donc Alice parlait des compotes, des bananes, et même du miel, de la confiture, etc. Ça aura du sens aussi d'ajouter cette source-là, plutôt que de se faire juste un plat de pâtes ou un plat de riz salé. Donc toujours avant l'effort, ça. Ouais. Exactement. Et en termes de temps, tu le mettrais plutôt à quel moment? Tout dépend de la quantité et de la digestion. S'il y a des problèmes digestifs, je l'éloignerai au moins 3 voire 4 heures avant. S'il n'y a pas de problème de digestion et que, il y a un départ vraiment très matinal, j'aurais aucun souci à le faire 1 heure ou 2 heures avant, mais je réduirai vraiment la quantité progressivement en fait. Et après, pourquoi pas, par contre, proposer une ration d'attente dans l'heure et demie avant le départ. Donc soit pendant un échauffement s'il y en a un, ou notamment quand il y a des périodes un peu de stress, ou même s'il y a un départ très matinal, s'il fait froid simplement, pour maintenir en fait cette glycémie et faire qu'au moment du départ on est en pleine possession de nos moyens, et éviter aussi de manger quelque chose vraiment à proximité du départ de manière isolée. Donc c'est souvent ce qu'on voit sur un marathon, une course de vélo, tout ça, c'est le gel énergétique 10 minutes avant le départ. Il y a clairement un risque de faire une hypoglycémie réactionnelle dès le coup de pistolet. Donc s'il y a des apports vraiment isolés, c'est dans les 3 voire 5 minutes avant le départ, pas avant, sinon il y a vraiment un risque. Et voire plutôt essayer de l'étaler avec une boisson d'attente en fait dans l'heure précédente. Et une boisson d'attente qui peut être très simple, du sirop d'agave, du miel ou du sirop, c'est hyper efficace. Pour donner des repères peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais sur les repères glucidiques, on parle souvent par exemple 2 heures avant l'effort, ça peut être 2 grammes par kilo de poids de corps. Là je parle vraiment apport glucidique, et puis si on se dit 3 heures avant, on peut monter à 3 grammes par kilo de poids de corps. Et vous en avez parlé tous les deux un peu des intolérances. C'est quoi votre regard? J'ai l'impression que de plus en plus d'athlètes, ils ont des intolérances ou des allergies ou autres. Quel regard vous portez dessus? Est-ce que vous voyez cette différence-là ou pas forcément? Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet un peu médiatique, où on met un peu tout dans un pot commun avec les nouvelles modes, et j'ai l'impression, les nouvelles tendances, du sans gluten, sans produits laitiers, sans... voilà. Et je sais pas s'il y a plus de personnes intolérantes, il se peut. On a surtout plus de connaissances pour détecter ces intolérances et puis pour mettre un doigt dessus et un mot dessus. Je pense que chez certains sportifs, elles sont réelles, mais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu trop l'effet de mode, je crois, aussi, de dire, tiens, je fais comme cet athlète-là, il a fait sans gluten, par exemple, Djokovic, ou voilà, ses il a associé le sans gluten à ses performances actuelles, donc voilà, peut-être tous les jeunes tennismen se sont dit, tiens, si on va faire comme Djoko, on va faire du sans gluten, nous aussi on sera performants. Et il y a ce raccourci-là qui est un peu trop souvent fait, et de diaboliser à un moment donné des aliments. Je pense que finalement on se retrouve à enlever des aliments et des éléments de notre assiette qui finalement ça nous correspond pas, et à vouloir un petit peu trop généraliser les choses. Je sais pas toi ce que t'en penses, Valentin, mais en tout cas ça c'est oui, carrément. Mon avis. Et par contre après ce qu'il faut pas oublier, c'est que les sportifs ils ont vraiment la sphère intestinale, l'intestin qui est agressé, et du coup notamment sur le côté confort digestif, il y a potentiellement des adaptations à faire. Pour autant, il y a souvent un problème de fond qu'il faut régler, qu'il faut venir travailler en amont. Donc on parlait du côté nutrition du quotidien, sur la performance, etc. Mais simplement sur l'aspect santé, que ce soit sur du confort digestif, des perturbations, non-assimilation de certains aliments ou autres, il y a clairement des choses à faire aussi sur ce côté-là en amont. Ouais, parce qu'on parlait notamment sur les sports d'endurance ou ultra-endurance, on préconise, tu me dis si je me trompe, mais sur du 80 grammes de glucides par heure, voire 120 pour les cyclistes, voire plus maintenant. Là, clairement, ça s'anticipe, parce que, est-ce que déjà tu peux me dire ce que ça correspond, 120 grammes de glucides sur 1 heure? Comment est-ce que moi je peux ingurgiter ça? Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir l'anticiper? 120 grammes de glucides, ça va représenter 250 grammes de baguettes à peu près. Donc ça fait un bon repas quand même. Donc en 1 heure sur son vélo ou en train de courir. Donc on peut pas tout faire en même temps. Il faut savoir que pendant l'effort, tout le sang il est pas au niveau intestinal, au contraire il y en a très peu.
Donc l'intestin, il est vraiment au repos, en mode économie d'énergie, donc c'est pas le moment de digérer. Donc ça implique, comme tu dis, de l'anticipation et ce qu'on appelle de l'entraînement digestif, où on voit en fait l'estomac et l'intestin comme des muscles, où on les entraîne à assimiler plus, à se déformer aussi pour accueillir plus de volume. Parce que qui dit 120 grammes de glucides dit aussi potentiellement une hydratation derrière aussi peut-être plus conséquente en tout cas. Donc faut être capable d'assimiler peut-être 500 ml voire plus par heure d'effort. Donc c'est plus facile en vélo. Et en course à pied, par exemple, c'est souvent ce qui fait défaut, surtout quand l'effort se prolonge, parce que voilà, on est écœuré, on a des troubles digestifs, etc. Et du coup, faut s'y entraîner, et c'est pas la semaine d'avant qu'on fait ça. Et quel glucide vous préconisez? Parce qu'on peut fructose, glucose. Est-ce qu'il faut alterner? Est-ce qu'il faut en garder qu'un? Comment est-ce que vous voyez la chose? En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau intestinal, on a plusieurs portes d'entrée. Et dès lors qu'on va vouloir augmenter l'apport, je pense surtout à des apports supérieurs à 60-70 grammes, on va être obligé de prendre justement plusieurs portes d'entrée pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule file d'attente qui soit trop longue. Et donc pour ça, on va être obligé, comme tu l'as évoqué, de mixer les sucres, notamment des sources de glucose, qui sont souvent de la maltodextrine, qui est plus facile à assimiler sur le plan digestif, au niveau de l'osmoralité de la boisson notamment, si c'en est une. Et après du fructose, qui va être complémentaire et qui va nous permettre d'associer, en associant ces deux sucres, d'optimiser l'absorption et surtout l'oxydation derrière, donc l'utilisation de ces sucres-là, pour que ça soit efficace et pas que ça transite juste au niveau intestinal. Donc il y a un besoin de compléter assez rapidement dès lors qu'on dépasse des apports de 60-70 grammes par des produits non naturels, parce que sinon c'est trop difficile. Si on devait s'alimenter à hauteur de 120 grammes de glucides avec des bananes, ça serait assez difficile à digérer. Donc il y a entre guillemets un raccourci qui doit être pris et d'aller vers des produits du commerce qui sont des produits ultra transformés, donc c'est pas des choses qu'on aura tendance à conseiller au quotidien. Par contre, quand on veut en gros faire correspondre nos dépenses énergétiques et nos apports, on est obligé des fois d'aller vers ce type d'aliment qui nous permet de couvrir nos besoins. Est-ce qu'il y a un danger alors du coup pour les sportifs les cyclistes à l'occurrence là qui vont ingurgiter 120 grammes, j'imagine au bout de 20 ans de carrière, qu'est-ce que ça donne par la suite? C'est intéressant, c'est des problématiques qui se posent, mais globalement ce qu'on observe c'est que les athlètes d'endurance, donc comme les cyclistes, comme tu l'évoquais, c'est des athlètes qui vont consommer potentiellement des fois plus de 500 grammes de sucre par jour. Donc on imagine le paquet de sucre devant nous tous les jours, ça nous paraît gargantuesque. Pour autant, c'est des athlètes qui ont la meilleure santé métabolique, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à utiliser tout ce qu'ils vont consommer, notamment les sucres, de manière efficace, et ils ont très peu de risques, et beaucoup moins que les personnes sédentaires, de développer un diabète par exemple, alors qu'on pourrait se dire c'est la piste assurée pour en développer, et pour autant c'est eux qui sont le plus protégés. La consommation de sucre, donc sans parler de quantité, mais en tout cas la consommation de sucre pour des sportifs, qu'elle soit au quotidien ou pendant l'effort, elle est protecteur sur plein d'aspects, digestif, immunitaire, sur le plan osseux, sur l'absorption du fer, sur plein d'aspects. Moi je dirais que le principal risque il est sur la santé bucco-dentaire en fait, où quand on consomme autant de sucre pendant des heures et des heures, les dents sont engraissées et il y a clairement des risques de caries, et du coup tout ce qui est relié, c'est moins mon domaine, mais on voit souvent des pathologies type tendinite et autres quand il y a des problématiques au niveau de la cavité buccale, donc pour moi c'est étroitement lié. C'est pour ça qu'on a vu l'ultra-traileuse se brosser les dents sur un ravitaillement. C'est ça. Et on parlait de la nutrition sur les sports d'endurance. Est-ce que c'est différent? Alors oui, c'est forcément différent, mais c'est quoi la différence sur des sports collectifs? Je me tourne vers Alice, mais sur des sports collectifs ou des sports, par exemple haltérophilie ou autre, est-ce qu'il y a une différence sur l'apport, et de quel type? Bon, on n'a pas, pendant l'effort en tout cas, on n'a pas du tout cette réflexion-là sur les sports collectifs par exemple, se demander si on va ingurgiter 120 grammes de glucides par heure, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins, on n'est pas sur un effort prolongé, on est sur des efforts intermittents, donc pas du tout la même filière énergétique. Donc c'est vrai qu'on aura peut-être besoin de recharger un petit peu à la mi-temps, notamment sur cet aspect cognitif, cet aspect où on va devoir être focus, pour combler aussi peut-être le petit effet un peu stress aussi d'avant-match, mais on n'a pas du tout les mêmes besoins. Ensuite, sur toute la partie d'autres types de sports, type haltérophilie, on va être plus forcément sur la filière un peu comment j'entretiens mes muscles, comment je crée un petit peu de masse musculaire. Donc on va être peut-être un petit peu plus focus sur l'apport en protéines et la qualité en protéines, même si on sait que ajouter un peu de glucides à ces protéines, on peut avoir la création d'une masse musculaire optimisée, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes stratégies qui seront employées dans les autres types de disciplines en tout cas. Et ce serait quoi du coup une collation en demi-temps type?
Ça peut être tout bêtement hein, des fruits secs si c'est bien toléré, des dattes, des figues, la compote, la banane. Ça peut être souvent je leur conseille simplement de rajouter un peu de sirop dans leur eau ou alors moitié jus de fruits, moitié eau, mais des choses vraiment basiques qui sont facilement digestes. Voire qu'on parlait des petites energy balls tout à l'heure qu'on peut ramener à la mi-temps, mais voilà, faut pas qu'on vienne surcharger le système digestif parce qu'on a que 15 minutes sur une mi-temps en tout cas de handball, donc faut pas qu'on vienne se gêner par rapport à ça, puisqu'en plus les athlètes dans cette discipline-là n'ont pas forcément l'habitude de manger pendant un effort. Et si l'athlète se sent bien, ça peut être juste de l'eau en fait finalement et pas plus. Et alors tu parles de fruits secs ou autres, moi je sais que au rugby on mangeait des oranges à la mi-temps. Bonne idée, mauvaise idée? Pourquoi pas, si bien toléré, après c'est des agrumes, ça reste assez acide. Donc ça peut gêner un petit peu sur les remontées acides de deuxième mi-temps. Après, faut toujours placer le curseur, je pense, en fonction de l'athlète et de sa tolérance finalement. Et si ça passe pour l'athlète, pourquoi pas. Mais il y aura pas de bénéfice ajouté entre une orange et une banane, on va dire. Donc il faudrait presque individualiser, en fait, si t'as un groupe de rugbyman, de 15 rugbyman à la mi-temps, faudrait presque individualiser la nutrition. Complètement. De toute façon, je pense que c'est un pilier essentiel de la nutrition, c'est l'individualisation. À l'athlète et alors certes au sport mais surtout à l'athlète et à ses habitudes, à ce qu'il aime, à ce qu'il tolère, et c'est tellement différent entre chaque personne. Je crois que c'est vraiment la clé en tout cas de la nutrition, de la performance, je crois. Pour mettre quelques chiffres sur ces sports co, c'est vrai que dans le foot ce qui est souvent conseillé c'est en gros, tu parlais des 120 grammes sur les sports d'endurance, sur les sports comme le foot où il y a qu'une mi-temps, après du coup ça sera décomposé si c'est des tiers-temps, des quarts-temps ou autre. Mais globalement c'est 60 grammes avant, 60 grammes à la mi-temps, éventuellement 60 grammes s'il y a des prolongations. Donc ça c'est au maximum, ça dépend encore une fois du côté individuel et du côté digestif. Et j'évoquais tout à l'heure le côté vraiment pré-effort, la fenêtre des 15-10 minutes qui est à risque, on est complètement aussi dans ça, par exemple sur un footballeur ou une footballeuse. Donc il y a aussi des précautions à prendre pour éviter un rebond et une hypoglycémie réactionnelle sur le début de la seconde mi-temps. C'est vrai, par exemple, le 15 de France, ils ont beaucoup travaillé sur ça, sur la gestion de la deuxième mi-temps, parce qu'ils avaient souvent des trous d'air, on va dire. Donc est-ce que c'est expliqué qu'à cause de ça? Sans doute pas, hein. Il y a plein d'aspects au niveau de la remobilisation, de l'échauffement, etc. Mais en tout cas, faut être précautionneux et essayer d'étaler un maximum l'apport sur la mi-temps pour recharger la première et préparer la seconde, quoi. Alors on a parlé beaucoup de sports à dominante physique, mais est-ce qu'il y a une alimentation, je dirais, spéciale ou spécifique sur des sports plutôt où l'aspect cognitif est important? Je pense tir à l'arc par exemple ou des choses comme ça. C'est vrai que ça sera pas le côté contraction musculaire, explosivité ou autre qui sera prépondérant à ce moment-là. C'est plus le cerveau qui va prendre le relais. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure sur les apports en fructose, la gestion de la glycémie, pour moi il y a de l'intérêt. Donc pas un intérêt à surcharger en termes de quantité. Par contre, de maintenir des apports réguliers, et là je pense que le capteur de glycémie peut vraiment avoir de l'intérêt pour justement en fait éviter les grandes variations et faire que on arrive au moment où on doit passer sur le terrain, j'ai pas le terme pour le tir à l'arc, et d'être au creux de la vague en hypoglycémie parce qu'on a mangé une barre de céréales. On reste sur du glucose, on n'est pas sur de la protéine ou des choses comme ça? Ça peut, parce que ça va nous permettre de réduire un peu la charge glycémique, donc en fait d'avoir des apports un peu plus mixtes, et comme on sera moins dérangé pour digérer, théoriquement ça posera moins de soucis, donc c'est toujours à tester en amont. Mais moi j'aurais aucun souci à aller vers des aliments déjà naturels, et puis si c'est des barres énergétiques ou autres, avoir plus de complexité avec plus de fibres, de graisses ou de protéines qui nous permettront d'avoir moins de variations brutes de la glycémie. Écoutez, on coupe là pour ce podcast. Merci en tout cas, merci à vous deux pour l'intervention, et on va se retrouver sur un prochain podcast pour l'après-compétition et plein d'autres questions. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.